Bienvenue à tout le monde à cet épisode spécial Passion MLB et compte complet en collaboration pour la première fois. Donc, pour ceux qui nous écoutent en live et qui nous voient en vidéo, vous voyez l'étalage devant nous des deux entités, Passion MLB, moi, Charles-Alexis Brisebois et Sébastien Berroir, avec Mark Griffin et Alain Usereau du podcast Compte complet. Messieurs, ça me fait très plaisir de vous accueillir. Marc, bienvenue au podcast. Ben, écoute, merci. C'est vraiment le fun, les gars, de jaser de baseball avec vous autres. Vous faites un travail remarquable. Tout ce que vous faites avec passion, MLB, on suit ça. Alors, c'est bien le fun de se retrouver toute la gang ensemble. Absolument. Plaisir partagé. Bonjour aussi à Alain, qui est aussi évidemment à sa première apparition au podcast. Oui, très heureux d'être avec vous et ça va nous permettre d'échanger puis d'avoir des points de vue générationnels différents. Moi et Marc ayant quelques années de plus que vous autres. Donc, je pense qu'on va... je vais parler pour moi peut-être. Mais enfin, toujours est-il que, écoute, j'envisage d'avoir beaucoup de plaisir avec vous ce soir. Absolument. Je pense qu'on va avoir beaucoup de fun. Sébastien Berroir aussi, évidemment, qui est là comme d'habitude. Bonjour Sébastien. Salut Charles, salut messieurs. Je pense que ça va être un bel épisode ce soir. Les lanceurs, les receveurs qui se présentent au camp cette semaine, puis deux invités de marque avec nous. On ne peut pas demander mieux. Absolument. Puis je regarde les commentaires là, qui apparaissent déjà sur les réseaux sociaux, puis je pense que les gens sont excités de cette collaboration-là. Donc, on va avoir du plaisir, on va partager ça, puis n'hésitez pas à nous poser des questions à tous les quatre. Ça va nous faire très plaisir, là, comme d'habitude, à chaque semaine, là, de répondre à vos questions. Sébastien, lançons-nous directement dans le vif du sujet, puis allons voir du côté des Blue Jays de Toronto. Okay. Blue Jays. Alain, si on revient sur la dernière saison morte des Blue Jays de Toronto, évidemment, on peut parler de joueurs spécifiques qui ont signé à Toronto, mais je pense que la plus grande histoire dans tout ça, c'est probablement les joueurs qui n'ont pas signé. Il y a eu tellement d'essais. Les Blue Jays de Toronto se sont très souvent présentés au bâton, pour reprendre l'analogie baseball, puis il y a eu beaucoup d'élan dans le bar pour ce qui est des grosses vedettes. Pour un club qui essaye de se relever d'une saison 2024 difficile avec pas beaucoup de victoires. On a échangé des joueurs, la relève en termes de jeunes espoirs n'est pas toujours là. Donc, on essayait d'y aller pour les gros coups sur les agents libres. Ça a marché à quelques reprises, mais ça a surtout pas toujours fonctionné. Ben, il y a pire que l'échec dans la vie, c'est de ne pas avoir essayé. Et on ne peut pas blâmer les Blue Jays de Toronto. Ce n'est pas une question d'argent. On en a offert beaucoup aux joueurs qui étaient convoités. Juan Soto en tête de liste. On peut parler de Corbin Burns. On peut parler, Pete Alonso, ça en est un autre. On s'est servi des Blue Jays pour monter les enchères. Ça a fonctionné, particulièrement dans le cas de Corbin Burns. Écoute, les Blue Jays essaient. Puis moi, j'ai l'impression que, regarde, on a quand même frappé avec Santander. C'est une embauche. C'est pas trop long. On ne se rendra pas. C'est pas un contrat de 10 ans. Moi, je trouve ça intéressant, ce qu'on a fait. On a ajouté de la profondeur en relève. C'était la force des Blue Jays la dernière fois qu'ils ont fait des séries. Ça fait juste 2 ans, là. Oui. Et on a un peu mieux entouré Guerrero. Il y a encore des points d'interrogation, c'est certain. Mais je trouve que ce qu'on a fait ressemble drôlement à la recette des Rays de Tampa. C'est correct, on n'a pas eu ce qu'on voulait, mais on va se diriger ailleurs. Les Rays ne se battent pas eux-mêmes. Donc, on va avoir une défense solide, là, avec Jiménez au deuxième. Varsho fait de l'excellent boulot. Qui va être à l'arrêt-court? Je ne suis pas sûr, ça va être Bichette encore. Je pense qu'on a essayé de le penser. Ce qu'on essaie encore, je l'ignore. Mais toujours est-il que je pense qu'on se donne les moyens de ne pas se battre soi-même en vue de la prochaine saison en ayant ajouté un petit peu d'attaque. La grosse question, puis Marc pourra renchérir là-dessus, la grosse question en ce qui me concerne, c'est l'âge des lanceurs partants des Blue Jays. Marc, justement, on parle Alain parlait de l'âge des lanceurs partants des Blue Jays. C'est un groupe qui est quand même vieux. Évidemment, il y a Bowden Francis qui est peut-être un petit peu moins expérimenté, mais le trio de l'an passé est de retour. Et là, on ajoute justement un Max Scherzer qui n'a pas lancé beaucoup dans les dernières années à cause des blessures. Là, on le dit en santé, mais c'est sûr qu'on ne s'attend pas là, du côté des Blue Jays à avoir signé un Max Scherzer pour dire tu vas aller nous lancer 30 départs puis tu vas aller nous lancer un 180-185 manches comme par le passé. C'est pas son rôle en 2025.
Non, probablement qu'il a vendu sa salade, par contre, il va être capable de le faire, mais Oui. les 2 dernières années nous ont prouvé le contraire. Mais Exact. écoute, moi, l'âge des lanceurs partants me dérange moins, compte tenu que là, les Jays visent cette année. Tu sais, on vise cette année parce qu'on n'a pas signé Vlad à long terme. Bon, on est vieillissant, on le dit. Même si on est bon en défense, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas. C'est correct d'avoir des lanceurs d'expérience actuellement. Évidemment, on a toujours évidemment l'inquiétude de blessure avec cet âge-là. Mais moi, je trouve que ça fait partie des forces de l'équipe. Les forces de l'équipe, ce sont les lanceurs partants. Et si on tient le coup cette année, je ne parle pas d'année prochaine, mais cette année, on peut quand même causer une certaine surprise. Mais une surprise, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est capable de devancer les Orioles de Baltimore? J'en doute un peu. Est-ce qu'on peut devancer les Yankees? J'en doute un peu. Donc, on a bien fait, comme Alain a mentionné avec Santander, mais est-ce que c'est suffisant pour vraiment se donner tous les éléments nécessaires pour faire les séries? C'est là qu'est la grande question. Sébastien, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que bon, dans cette rotation-là, il y a quand même plus de profondeur qu'il y en avait. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Yariel Rodriguez va probablement prendre le chemin de l'enclos, même si au camp d'entraînement, on va l'amener comme un lanceur partant, il va s'entraîner comme un lanceur partant, donc on garde cette option-là. Mais comparé aux autres années, c'est moins coulé dans le béton pour ce poste-là de 5e partant, puis on s'ouvre la porte à ce que peut-être que Bowden Francis va être moins bon qu'il l'a été en fin de saison, ou peut-être qu'il y aura justement des blessures, ou peu importe les aléas d'une saison, on sait comment ça fonctionne. Donc ça fait en sorte que les Blue Jays ont un peu plus d'assurance qu'il y en avait quand même. On a plus de cartes avec lesquelles jouer présentement. Puis c'est la bonne nouvelle, entre autres, de la signature de Max Scherzer, c'est que pour le moment, ça pousse Yariel Rodriguez dans l'enclos de relève. On avait un besoin criant dans l'enclos. Gros manque de profondeur à ce niveau-là. Donc, en allant chercher un partant, bien, on comble cette lacune-là d'une certaine façon. Puis là, on va pouvoir y aller avec l'état de santé des lanceurs, avec les performances aussi. Puis là, on va choisir lesquels vont être dans la rotation, puis celui qui va se retrouver dans l'enclos. Et ça va être dur d'éviter les blessures. On l'a vu, c'est il y a 2 ans. Tout au long de la saison, on avait presque évité les blessures chez les lanceurs. Mais ça va être dur de répéter ce genre de choses-là. Fait qu'on a besoin de bras dans cette rotation, dans cet enclos-là avec lesquels on peut jouer. Alain, tantôt, tu parlais de la défensive des Blue Jays. En début de saison morte, les Blue Jays ont mis la main sur Andrés Jiménez en provenance de Cleveland. Il va venir stabiliser l'avant-champ, puis il s'ajoute à un groupe qui a quand même gagné les 2 derniers gants dorés collectifs dans la Ligue américaine. Ouais. Est-ce que pour toi, c'était le remède dont le club avait besoin? Parce qu'on sait qu'évidemment, il n'amènera pas un gros coup de bâton. C'est ça dont les Blue Jays avaient besoin. On a dit l'argent est plus ou moins un facteur à Toronto parce qu'il y en a beaucoup, mais tu mets quand même 100 millions de dollars sur un joueur qui n'améliore pas ton offensive. Donc, est-ce que pour toi, c'était la bonne acquisition ou tu as des doutes quand même à ce qu'il va pouvoir accomplir à Toronto? Je n'ai pas des doutes sur ce qu'il peut accomplir. Je pense, regarde, on sait ce qu'il est capable de donner. Ça va être une très, très bonne défense. Il ne frappera pas dans le haut de la formation, à moins qu'il revienne au niveau où il était avant de signer son contrat, c'est-à-dire un joueur étoile. Oui. S'il a juste un rendement moyen, et je faisais référence aux Rays, c'est à peu près ce que les Rays ont fait cette année. Il y a des positions où on est excellent en défense, mais on n'avait même pas un rendement moyen au bâton. Donc, dans le cas de Jiménez, qu'on lui demande, regarde, fais juste nous donner petit quelque chose. C'est pas nécessaire de transporter l'équipe. On ne te demande pas de frapper premier, deuxième. Puis aussi, bon, au milieu de l'avant-champ, là, on n'avait pas beaucoup de stabilité chez les Blue Jays. Puis j'anticipe, comme je le mentionne encore, le départ de Bichette, à moins qu'il revienne au niveau où il était. Moi, je pense qu'il ne reviendra pas à Toronto. Je pense qu'il veut peut-être même aller en Floride, là où il vient. Donc, dans le cas de Jiménez, évidemment, ce n'est pas en tête de liste, tu comprends, de ce qu'on voulait faire quand la saison s'est terminée. On voulait ajouter un peu de punch en attaque autour de Vlad Guerrero. Avec Santander, je pense qu'on a réussi une partie de ce qu'on voulait faire en espérant aussi un rendement supérieur de la part de certains joueurs. Donc, qui ont été en deçà. Ce n'est pas qu'on leur demande quelque chose d'extraordinaire, on leur demande juste là, d'avoir un rendement conforme à ce qu'ils sont capables de donner. Puis là, Jiménez, tu viens stabiliser le milieu d'avant-champ. Si tu me demandes est-ce que c'est ça qu'on voulait faire, ça répond non. Je pense ce qu'on voulait, c'est avoir un petit peu plus d'attaque de la part des Blue Jays et de renforcer l'enclos de relève. Je pense que c'était les 2 principales priorités chez les Blue Jays de Toronto.
Il y a une des deux aspects qui a été quand même bien réussi pour ce qui est de l'enclos. Il y a quand même 3-4 nouveaux releveurs qui vont s'ajouter à ce groupe-là. J'ai des doutes à savoir si Jeff Hoffman va rester en santé parce qu'évidemment, on a vu là, les tests physiques des dernières années. Mais jusqu'à preuve du contraire, s'il est en santé, il peut vraiment faire la différence dans cet enclos-là. Puis Marc, pour ce qui est de l'attaque, Anthony Santander qui s'en vient. Ce qui est intéressant de cette signature-là, c'est que tu regardes le haut de l'alignement des Blue Jays de Toronto, c'était très, très, très droitier. Il n'y avait pas beaucoup de gauchers. Et là, Santander est un frappeur ambidex, donc il va pouvoir amener ce côté-là gaucher au besoin pour protéger probablement aussi un Vladimir Guerrero Jr. Moi, du moins, je le vois frapper derrière un Vlad. Là, ce serait en toute logique. Oui. Puis, vous savez, dans le fond, là, dans le marché, on ne l'a pas payé cher, Santander. C'est probablement une des bonnes prises dans le baseball. Tu sais, en termes de qualité, le gars qui a frappé au-dessus de 40 circuits, est-ce qu'il va en frapper 40? Peut-être pas, mais il va t'apporter quelque chose. Puis, tu sais, Alain parlait de Jiménez. Moi, je pense que les Blue Jays, juste pour enchérir ce que tu as dit au départ, Charles-Alexis, tu sais, où, bon, on a beaucoup d'élan dans le vide en tentant de signer des joueurs autonomes, mais je pense que les Blue Jays, même si on a des sous, là, il faut se concentrer sur deux choses, selon moi. Un, sur le développement des joueurs. Donc, ça veut dire qu'il va falloir être un peu meilleur pour repêcher. Mais deux, c'est d'y aller avec des transactions. Je sais que la transaction de Varsho, on ne l'aime pas parce qu'on a donné un excellent receveur, mais c'est ce genre de transaction-là où les Blue Jays peuvent exceller, peuvent, je ne dirais pas se rebâtir, mais pas tomber, évidemment, dans une reconstruction complète. Alors, tu vas chercher des gars comme Jiménez et des gars comme Varsho via transaction. Évidemment, il ne faut pas toujours se faire avoir, là. Mais c'est peut-être de cette façon-là que les Blue Jays vont pouvoir reprendre un petit peu du poil de la bête éventuellement parce que on l'a vu, c'est pas facile de signer des joueurs de premier plan parmi l'autonomie. Alors, Santander, tant mieux. Ça, c'est le genre de joueurs, un peu comme les Cards de Saint-Louis ont fait pendant leurs bonnes années, là, où tu avais toujours l'impression qu'on en signait juste un, mais c'était toujours le bon. Tu sais, les Carlos Beltran, puis à un moment donné, on voit qu'on était chercher Goldschmidt ou peu importe. Alors, il faudrait que les Blue Jays s'en aillent là. Il ne faudrait pas se fier sur toujours 3, 4, 5 signatures lors de la saison morte, mais plutôt peut-être une qui vient finalement combler une lacune. Alors, mais je trouve ça quand même intéressant, ce qu'on a fait en relève. On avait besoin de bras et un petit renouveau de ce côté-là. La défense va être appréciée des partants, mais va être appréciée aussi des releveurs. Alors, là, le travail, c'est qui va être. On va donner la balle à qui en 6e, 7e manche. Ça va être peut-être la clé là, de ce côté-là, parce qu'on sait que si Hoffman est en santé, je pense qu'il peut devenir un excellent releveur numéro 1. Absolument, absolument. Sébastien, on a quelques questions, donc je vais commencer avec toi ici. Jean-Michel qui nous demande, avec Pete Alonso et Alex Bregman, qui tout indique ne viendront pas avec les Blue Jays, est-ce que l'équipe va trouver un moyen d'amener de l'attaque? T'sais, selon toi, est-ce qu'il manque justement ce petit bâton-là pour permettre à l'attaque de passer au prochain niveau puis d'aspirer aux séries? Là, on le sait, on est dans une division du côté de Toronto très coriace. Il y a quand même plusieurs équipes. Là, les Rays, il ne faut jamais les compter pour battus. Les Orioles sont en émergence. Les Red Sox veulent s'améliorer. Les Yankees sont les Yankees. Donc, est-ce que tu t'ajouterais un bâton si tu étais les Blue Jays de Toronto? Je pense qu'il manque un bâton, peut-être plus particulièrement au troisième coussin. On a un petit trou à ce niveau-là présentement. Par contre, comme vous l'avez mentionné, l'acquisition de Santander, c'est ce qu'on avait besoin. On a peut-être besoin d'un petit peu plus, mais c'est ce qu'on avait besoin, on l'a fait. Puis pour moi, ça rend la transaction de Jiménez encore meilleure. Si on avait seulement acquis les services de Jiménez, entre autres pour son jeu défensif, ça aurait été une chose, mais là, on acquiert un bâton qui n'est pas nécessairement excellent défensivement, mais on a déjà notre bonne défensive sur le terrain, donc on a bien manœuvré de ce côté-là. Là, c'est sûr que peut-être qu'il manque un petit quelque chose, mais il n'y a rien qui nous empêche, d'ici la date limite des transactions, si on est dans la course, si on se bat avec les équipes de tête, d'aller chercher ce bâton qu'on a besoin. Il reste encore beaucoup de temps avant d'y arriver. Dans tout ça, Alain, on se retrouve avec une équipe qui a des grandes aspirations après une saison plus difficile. Il y a eu beaucoup de changements sur le terrain, comme on vient d'en parler, mais il n'y a pas eu de changement dans l'état-major et il n'y a pas eu de changement pour le poste de gérant non plus. Donc, à ce niveau-là, il y a Louis Grégoire, que je salue, qui nous demande, et je te pose la question, Alain, John Schneider est-il vraiment le gérant qui peut amener les Jays en série mondiale? Ce qui est probablement une question vieille comme le monde, mais qui est toujours d'actualité, surtout avec ces changements-là. Écoute, c'est un débat qu'on continue d'avoir. Quelle est la responsabilité du gérant au sein d'une équipe de baseball?
On en a parlé amplement que le rôle du gérant a beaucoup changé. Quel est le pouvoir décisionnel de John Schneider au sein de l'organisation? Moi, je pense qu'il est très limité et c'est le cas de la plupart des équipes, selon moi, aujourd'hui. Je ne pense pas que changer de gérant va modifier un peu la façon de faire des Blue Jays de Toronto, bien honnêtement. Si on avait eu à le tasser, on l'aurait fait l'année passée. Donc, on lui a donné les chevaux. Les décisions souvent sont prises avant que les matchs commencent. Si vous n'êtes pas sûr, vous lirez le livre de Joe Madden. Vous allez voir comment ça fonctionne avant que le match commence puis que les décisions sont prises. C'est pour ça que Joe Madden n'est plus gérant non plus. Donc, comprenez. Donc, changer John Schneider dans le contexte actuel, je ne sais pas si ça changerait grand-chose. Comme je le mentionne, si ça avait à être fait, s'il y avait eu une différence philosophique ou vraiment des problèmes majeurs à l'intérieur du vestiaire, je pense que ça aurait été fait l'année passée. Donc, c'est Schneider, je pense, qui va être là pour diriger l'équipe. Marc, on a un sujet qui revient souvent dans nos questions, c'est évidemment celui de Vladimir Guerrero Jr. parce que on sait, bon, il y a une limite jusqu'au 18 février qui a imposé lui-même aux Blue Jays, à savoir s'il veut signer une prolongation de contrat à long terme. Il veut espérer faire ressortir la meilleure offre des Blue Jays d'ici ce temps-là. Sinon, il se concentre sur le camp d'entraînement, se concentre sur sa saison et se concentre à aller frapper le gros lot l'hiver prochain. Il y a Louis, encore une fois, qui nous demande, en devenant que les Jays échangent Guerrero Jr., le baseball est-il en danger à Toronto? Et on a Emilio ici qui nous demande, est-ce que les récentes signatures de Max Scherzer et Santander représentent une dernière chance dans le cas que Guerrero ne re-signe pas? Donc, comment tu vois un peu toute cette situation-là de Guerrero Jr. à Toronto? Ben, effectivement, tout tourne autour de Vlad, c'est clair, parce que tantôt, je parlais du fait que, bon, transaction bien repêchée, ben là, on a un gars qu'on a signé comme joueur autonome à 16 ans, là, Vlad Guerrero Jr., qui est devenu le visage de l'organisation. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas vivre dans le passé, messieurs, mais j'aurais aimé qu'on signe Vlad il y a 2-3 ans. On en parlait même parce qu'on savait que ça s'en venait, cette 10e année où il devient autonome après la saison. Est-ce que c'est un manque de vision de la part de l'organisation ou est-ce que Vlad... Parce que vous savez, il y a deux côtés à ça. Il y a le joueur et son agent et l'organisation. Est-ce que Vlad ne voulait pas signer? 26 ans comme joueur autonome, tu vas faire beaucoup d'argent. C'est clair. Alors, tu sais, s'il n'y a pas 30 ans, là, à 30 ans, Juan Soto n'aurait pas eu le montant qu'il y a eu de la part des Mets de New York. Mais à 26, là, ça devient intéressant. Alors, c'est sûr que Vlad est assis sur une mine d'or, surtout s'il connaît une bonne saison. Mais la date butoir qu'il a mis, elle veut dire quoi, là? Tu sais, c'est sûr que si les Blue Jays, au 30 mars, lui offrent 400 millions pour 10 ans, il va l'écouter, là. Il ne dira pas, non, je ne veux rien savoir. Donc, il faut faire attention avec cette date-là. Là. Oui, c'est une stratégie là, de négociation, mais c'est beaucoup plus gros que ça, le cas de Vlad Guerrero, parce que Louis a raison. Là. Si on est pris, entre guillemets, pour échanger Vlad, c'est un constat d'échec, là, messieurs. Là. Avec Guerrero, Bichette, Biggio à l'époque, toute cette gang-là qu'on avait montée, puis qu'on disait qu'on va aller chercher une série mondiale ou certainement se rendre le plus loin possible. L'échanger, ça c'est un constat d'échec selon moi. Fait que ça devient lourd pour l'organisation. C'est un dossier qui devient extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on essaie de l'entourer le mieux possible, sachant qu'il est là pour 1 an. Mais c'est un dossier qu'il va falloir à un moment donné qui se règle, messieurs, parce que ça traîne beaucoup plus qu'un simple, pas un simple, mais d'un joueur important sur le terrain et dans la formation partante. Les Blue Jays couvrent le pays au complet. Ça devient évidemment un sujet qui est très important pour les amateurs de baseball. Alors, une distraction comme ça peut jouer d'un côté comme de l'autre, mais souvent, c'est du côté négatif si jamais Vlad ne signe pas ce fameux contrat à long terme. Absolument. C'est sûr que ça fait jaser si un gars comme Vlad ne signe pas. Tu as parlé justement de l'impact partout au Canada. On connaît à quel point le nom Guerrero, ça résonne fort ici du côté de Montréal. C'est sûr que c'est partout à travers le pays aussi, compte tenu de l'impact de Junior depuis qu'il est arrivé à Toronto. Donc, c'est un dossier qui va être intriguant, surtout Sébastien, dans l'optique où
s'il ne signe pas à Toronto puis que l'année prochaine devient agent libre, ben là, ça va être quand même assez intéressant parce qu'il y a des équipes qui vont se lancer sur son cas. Il y a Yannick ici qui nous mentionne Guerrero avec les Mets l'année prochaine. On voit aussi beaucoup de liens avec les Blue Jays, là, les Red Sox, excuse-moi, Frank Etier, que je salue, qui nous demande jusqu'à quel point il aimerait ça jouer avec les Red Sox. Il avait liké une publication à ce niveau-là. Moi, j'ai mes doutes, Sébastien, avec les Red Sox, ceci étant dit, parce que Rafael Devers, éventuellement, va s'en aller au premier coussin. Si tu donnes un 400 quelques millions de dollars à Guerrero, puis que tu as déjà donné un 300 à Devers, c'est un club qui ne dépense pas beaucoup. Est-ce qu'ils vont vouloir mettre 700 millions de dollars sur le premier but puis la position de frappeur de choix? Moi, j'ai mes réserves à ce niveau-là, mais je ne sortirai pas les Red Sox non plus tant qu'ils ne seront pas là. Donc, Sébastien, pour éviter toutes ces distractions-là puis éviter qu'on parle pour rien, ben, si tu signes le contrat, c'est terminé puis il s'en va pas. Oui, exact. Ça, c'est l'option numéro 1 que les Jays espèrent d'ici le 18 février. Et comme Marc, tu l'as dit, si ça se règle durant la saison ou au début de la saison morte, tant mieux. Mais on n'est pas encore rendu là. Si jamais ça arrive, on risque d'être un petit peu dans le trouble à Toronto parce que notre système de filiale n'est pas très développé en ce moment. On risque de repartir un petit peu à zéro. Maintenant, à savoir où va aller Vlad si jamais il ne signe pas à Toronto, c'est très, très difficile à ce moment-ci de prédire ça. Si on parle des Red Sox, oui, c'est vrai qu'on veut déplacer Devers au premier coussin, mais rien n'empêche d'en mettre un comme frappeur de choix, d'alterner au premier but aussi. On a eu Big Papi pendant des années comme frappeur désigné, puis il n'y avait pas de problème là. Quand on parle de l'argent, bien oui, les Red Sox présentement ne veulent pas dépenser. Mais avec tous les revenus qui sont engrangés à Boston, j'ose espérer qu'un jour, on va revenir à nos standards du passé puis qu'on va mettre l'argent sur la table pour avoir un club compétitif. Donc, ce n'est pas nécessairement une option à exclure tout de suite. Il y a Louis Alain qui nous dit Vladimir Guerrero Jr. va demander au moins entre 500 et 600 millions de dollars pour 12 ans. Soyez pas surpris, Yankees et Dodgers. Alain, moi, même si les Dodgers sont sur le cas de tout le monde, avec Shohei Ohtani comme frappeur de choix puis Freddie Freeman comme joueur de premier but, je pense que c'est un stretch là, de l'envoyer quand même au soleil. Ils peuvent l'envoyer au troisième but. Max Monti devient joueur autonome l'année prochaine. Ah, c'est donc, les Dodgers vont trouver un moyen de lui faire de la place si jamais. Bon, écoute, blague à part, c'est pas impossible l'un dans l'autre. Chisholm, c'était la saveur du mois lorsqu'il est arrivé. Ça s'est fini un peu en queue de poisson avec les Yankees. Le problème des Yankees, c'est que même avec Chisholm, ils ont un trou quand même à l'avant-champ. Bon, ceci étant dit, avec qui il va se retrouver? Il y a tellement de choses à considérer dans un cas comme celui-là. Écoute, bon, dans le cas des Mets de New York, on a de l'argent pour savoir quoi en faire. Cohen est de loin le propriétaire le plus riche dans tout le baseball majeur. Puis lui, la reconstruction, ça a duré 1 an. On a fait de très bonnes transactions lorsqu'on s'est débarrassé de quelques vétérans. Ça a coûté cher parce qu'on a payé beaucoup pour des joueurs qui n'étaient pas là l'année passée. Donc, écoute, tu fais quoi avec un Vlad Guerrero? Puis ça va pas mal plus loin. Oui, c'est le visage de l'équipe, puis ça paraîtrait pas très, très bien s'il ne signait pas. Mais d'un autre côté, il y a des contrats à long terme qui ont fait mal dans le passé. J'ai Miguel Cabrera en tête, moi. C'était tout un frappeur. C'est un physique qui n'était pas très athlétique au départ. Je ne pense pas qu'il ait pris soin beaucoup de lui avec les années. Puis rendu à 35 ans, ben regarde, il a traîné un surplus de poids jusqu'à la fin de sa carrière. Moi, écoute, je regarde ça, je fais un parallèle. Je dis, bon, il va arriver quoi à Vlad Guerrero? Prince Fielder, la même chose. Ça te tente-tu de traîner un gros contrat pendant 3, 4, 5 ans alors que c'est une organisation des Blue Jays de Toronto, même s'il y a des joueurs qui ont dit non? Écoute, ça demeure parmi les 5 organisations qui ont le plus de moyens actuellement dans le baseball majeur et qui veulent se donner les moyens d'avoir une équipe gagnante. Moi, même si Vlad devait partir, je suis convaincu que l'organisation a le mandat de, regarde, on va s'organiser pour avoir une bonne équipe. On va démarcher des joueurs autonomes, on va faire des échanges. Il y a des contrats que des équipes ne veulent pas avoir. On peut penser, par exemple, les équipes des 2 sections centrales qui n'ont pas des gros budgets, les gars qui arrivent à l'arbitrage ne sont pas contents. Donc, tu peux profiter d'un marché comme celui-là pour te refaire, si tu fais tes devoirs. Marc parlait du système de filiales, mais tu as aussi le dépistage professionnel, si je puis dire, l'évaluation des joueurs qui sont déjà dans le baseball professionnel. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres.
les Rays notamment. Donc, il faut aller là, je pense, du côté des Blue Jays de Toronto. Pour ça, je dis, Vlad, oui, ce serait plaisant qu'il demeure avec l'équipe. On va penser à 2025. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais s'il devait quitter, on n'ira pas en reconstruction chez les Blue Jays de Toronto. Messieurs, en vous écoutant, là, j'ai trouvé l'équipe où va se retrouver Vlad, si jamais il ne signe pas avec les Blue Jays. Vas-y. Avec les Angels. C'était ma prédiction la semaine passée, ça. Alors, bon, évidemment, Vlad Senior a un passé avec les Angels, mais avec, tu parlais de long contrat, mauvais contrat, j'ai pensé à Pujols, on a pensé à Rendon, on a pensé... Alors, c'est un fit naturel. Vlad va se retrouver avec les Angels. Oui. Puis, tu remarqueras que les Angels, les mauvais contrats, c'est toujours à des frappeurs, c'est jamais à des lanceurs. Ils sont systématiquement incapables de signer des lanceurs. Oui, il y a eu Jared Weaver. Puis les gars, en plus, il avait signé à rabais pour demeurer dans le coin de Los Angeles. Et aussitôt qu'il a signé son contrat, il a perdu 4-5 000 $ sur sa balle rapide. Il n'a jamais été le même lanceur. Il n'y en avait déjà pas beaucoup. En plus. L'exception qui confirme la règle. Ouais. Juste pour revenir sur les Jays, ce ne sera pas long. Si jamais, Alain, tu disais, si jamais on perd les services de Vladimir, oui, on n'ira pas en reconstruction, mais la dernière saison morte, ça me rend un petit peu inquiet du côté des Jays parce que si on va aller sur le marché des joueurs autonomes, on dirait que ça ne fonctionne pas. Donc, on doit surpayer pour essayer d'attirer un joueur. Donc, est-ce que vaudrait mieux surpayer pour Vladimir ou essayer de tenter d'attirer des joueurs autonomes? Je ne sais pas quelle est la meilleure avenue, mais chose certaine, je ne pense pas que ça va être nécessairement facile de rebâtir. Et la grande question, c'est qui, à la barre de l'équipe, va reconstruire tout ça? Est-ce que c'est encore le duo Shapiro-Atkins qui va s'occuper d'une prochaine, je ne dirais pas reconstruction, mais de reprendre? Il y a pas mal de dossiers à Toronto qui vont... je pense que 2025 va être une année quand même fortement intéressante. Oui, puis en plus, quand je parlais des Blue Jays, avec tout ce que Rogers a fait au cours de la dernière année, je pense, bon, il y a les Blue Jays, évidemment, tout ce qu'on a tenté. Puis l'acquisition de Maple Leaf Sports Entertainment, là, regarde, c'est pas pour laisser passer la parade, et peu importe l'équipe. Donc, de ce côté-là, et comme je mentionnais tantôt, il faut être plus intelligent que les autres. L'embauche de Santander, c'est un pas dans la bonne direction. Tu sais, peut-être il y a des rabais, il y a des joueurs à rabais qu'on peut avoir. Là. C'est ces joueurs-là qu'il faut miser. Puis moi, il y a un joueur que j'aurais vu avec les Blue Jays, et c'est Kim qui a signé à Tampa. Regarde, moi, je l'aurais vu avec l'équipe, puis ça aurait donné un milieu d'avant-champ, un des meilleurs en défense dans le baseball majeur. Mais bon, les Rays, encore une fois, ont fait leur devoir, puis regarde, ce sont les Rays qui vont en profiter. Kim, si je ne me trompe pas, même, je pense que les Blue Jays étaient finalistes il y a quelques années quand il a signé avec les Padres de San Diego. Donc, il y a déjà eu de l'intérêt de ce côté-là. C'est un très, très beau joueur. Puis, ça n'a pas pris de temps à San Diego qu'on lui a donné un rôle assez important. On a tassé Xander Bogaerts l'an passé pour le placer à l'arrêt-court. Une année trop tard. Absolument, absolument. Mais dans une équipe où il y a à peu près 8 joueurs d'arrêt-court naturels, c'est lui qui est ressorti, puis c'est lui qui avait le poste à la position numéro 6. Là, je suis d'accord avec toi, c'est un très, très beau joueur. Marc, on a une question pour toi qui vient de David. Tu l'as effleuré un petit peu tantôt, mais si Guerrero et Bo Bichette ne signent pas à Toronto, est-ce que ça signifie enfin la fin de l'ère Atkins et Shapiro? Je mets l'emphase sur le « enfin ». Écoutez, messieurs, c'est sûr que tu sais, ça fait une bonne dizaine d'années qu'ils sont à la barre de l'équipe, parce que, rappelez-vous, les belles années d'Antopoulos, ça fait déjà un petit bout de temps. Oui. Alors, Alain, souvent, on dit, quand on a une nouvelle direction, ou ce qu'on dit souvent, une nouvelle administration, c'est 5-6 ans. Hein? On se donne 5-6 ans pour rebâtir un peu tout ça. Là, on est tiré. Je ne suis pas un grand fan. Je vais vous le dire, là, je ne suis pas un grand fan. Je trouve qu'on n'a pas... je trouve que Paul Beeston et Alex Antopoulos avaient à cœur non seulement l'équipe, mais on était conscient de tout ce que les Blue Jays pouvaient représenter au pays. Puis d'ailleurs, on va se le dire, les saisons 2015-2016, ça a ravivé le baseball au Canada. Là. Les saisons des Blue Jays, là, vraiment, c'est là que ça a reparti de plus belle. Là. Alors, mais on n'a pas revécu ça depuis. Et je trouve que peut-être que Shapiro avait cette réputation d'être un bon administrateur. Puis c'est un petit peu pour ça, parce qu'on trouvait qu'Antopoulos dépensait un petit peu trop. Là. Mais est-ce qu'on a vraiment
revigorer le système de filiales. Sébastien en a parlé tantôt, c'est pas terrible encore cette année. On se retrouve que si on ne gagne pas en 2025, on est un peu dans le trouble, alors il va falloir faire ce qu'Alain dit tantôt, d'être très créatif et de trouver des moyens, de trouver des joueurs. Bon. Fait que je trouve qu'on ne s'est pas positionné avantageusement et pourtant, on avait les moyens de le faire. Alors, une longue réponse pour dire, moi, j'aimerais un vent de changement à Toronto. On a les moyens. Je trouve qu'on a des bons administrateurs canadiens. Je ne veux pas faire l'affaire des Canadiens américains, mais pourquoi embaucher les Américains lorsqu'on a des gars de baseball canadiens qui pourraient fortement faire le travail à Toronto? Donc, moi, écoute, on verra. Là. Si 2025 commence, puis c'est un désastre total, il va falloir avoir un changement, selon moi. Puis, tant qu'avoir tous les moyens financiers que Rogers leur offre présentement, moi, j'aimerais voir un changement. Mais si on signe Vlad à long terme, puis qu'on a un bon début de saison, puis que, bon, ça s'étire, bien là, on va peut-être gagner du temps à ce niveau-là. Ce qu'il faut considérer aussi avec cette administration-là, c'est que la dernière fois que les Blue Jays ont gagné, pas une série, là, un match en séries éliminatoires, c'était en 2016, puis on s'entend, oui, c'était la première année du nouveau duo, mais c'était encore l'équipe d'Alexandropoulos. Donc, depuis ce temps-là, en 2020, il y a eu un balayage. En 2022, 2023, ça a été la même chose. Donc, aucune victoire en séries éliminatoires sous la nouvelle administration. À un certain point, probablement que les propriétaires l'ont noté aussi puis qu'ils gardent ça en tête pour penser à des changements. Sébastien, dernière petite question ici sur les Blue Jays. Est-ce que les Blue Jays ont actuellement un alignement pour se battre pour une place comme meilleur deuxième? Je ne pense pas qu'en ce moment, il n'y a personne qui met justement les Blue Jays comme champion de division. Donc, ça va être ça l'avenue. Ça va être d'essayer de se battre pour un des 3 postes avec les autres équipes de division qui n'auront pas réussi à faire leur place au soleil. Comment tu vois ça, là, la place dans la division, dans les séries wildcard? Ben, je pense que tout va dépendre du début de saison, comme Marc le mentionnait. Être dans la course, se battre pour une place de meilleur deuxième, je pense qu'on peut y arriver. C'est vraiment pas garanti, mais on va se battre dans ce groupe d'équipes-là. Si on regarde la section centrale, on va un petit peu s'entretuer. On a quand même des jeunes formations, fait qu'on ne sait pas comment ils vont réagir. Les Astros, de l'autre côté, dans l'Ouest, on sait que c'est une équipe qui est quand même un petit peu vieillissante. On a perdu Kyle Tucker, donc on est un petit peu sur la pente descendante. Les Rangers, on s'attend à ce qu'ils reviennent dans la course. Donc, on va faire partie, si on reprend l'expression du Canadien, on va être dans le mix, mais ça ne sera pas facile là, pour les Blue Jays de se rendre à la fin de la saison et d'être encore là dans cette course-là. Est-ce que 86 victoires va permettre aux Jays de se placer en série? Parce que moi, je vois une équipe de 85-86 victoires maximum actuellement. Vas-y, Sébastien. Non, j'allais juste dire que dans la division, ça ne sera pas nécessairement facile. Fait qu'on va perdre des matchs quand même qui ne sont pas faciles à remporter. Fait que déjà là, je pense qu'on part avec un petit désavantage peut-être par rapport aux autres divisions. Mais oui, peut-être qu'une équipe avec 85-86 pourrait se faufiler, mais il va falloir se rendre là par contre. Tu vois, le 86, ça a été la marque que les Royals et les Tigers ont eu l'an passé pour se qualifier. Les Mariners à 85 n'ont pas réussi à faire les séries. Donc, ça va être serré pour les Blue Jays. Mais oui, c'est vrai que c'est une équipe qui peut jouer un peu au-dessus de 500, mais je ne pense pas que de la façon que c'est composé en ce moment, là, à moins que beaucoup de joueurs superforment, je ne pense pas qu'on va pouvoir atteindre les 90-92 victoires, là, comment c'est fait. En fait, messieurs, ça tourne peut-être autour de Beau Bichette. Alain en a parlé beaucoup tantôt, mais si Bichette, on sait qu'il est capable de frapper, là, puis s'il ajoute un peu de puissance à tout ça, il peut être l'élément clé en attaque. On sait ce que Vlad peut donner, Santander peut donner, Varsho va revenir, mais si Beau Bichette redevient le meilleur frappeur de la Ligue américaine en termes de coup sûr, et ça peut aider la cause. Ouais. Il a mené la Ligue en 2021-2022. On sait qu'il est capable d'être ce joueur-là. Probablement qu'il va être motivé de se dire « J'ai eu des saisons amochées par les blessures, je veux me relever de ça. » Puis c'est ma saison juste avant l'autonomie aussi. Donc j'essaie de faire bonne impression auprès des gens du baseball majeur. Donc non, c'est vraiment pas impossible. Je termine pour de vrai le bloc avec les Blue Jays avec un petit commentaire de mon père qui dit il faudrait ramener Russell dans un rôle de conseiller baseball. Marc, tu parlais d'avoir des gens canadiens, puis c'en est un joueur canadien québécois qui a marqué l'histoire des Blue Jays de sa façon. Absolument, puis les receveurs ont tout le temps une bonne tête de baseball parce qu'ils voient les deux côtés du jeu, si vous voulez, là. Absolument. Puis je suis convaincu qu'un gars comme Russell, là, il y a des jeunes enfants.
des jeunes filles, puis je pense qu'il apprécie beaucoup ça. Mais éventuellement, c'est un gars qui a une très, très bonne tête de baseball, puis je le verrais, moi, dans un rôle éventuellement à aider une organisation. Alors, il y aurait, comme on dit, un fit naturel. Là. Absolument. Russell, s'il veut retrouver sa place dans le baseball majeur, je suis persuadé qu'il y a le réseau de contacts pour que quelqu'un lui donne sa chance. Sébastien, ça met fin au bloc sur les Blue Jays. Donc, allons voir ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. Si on revient sur les grands mouvements de personnel de la saison morte, Alain, on n'a pas le choix de commencer avec Juan Soto, qui a signé le contrat le plus lucratif de l'histoire du sport professionnel en Amérique du Nord. 765 millions de dollars avec les Mets de New York. Ça peut monter jusqu'à 805 et la valeur de tout ça est plus élevée si on compte le linge que Steve Cohen va acheter à la mère de Juan Soto et les loges et tout ça. Donc, c'est un contrat qui est très, très, très faramineux. On le disait tantôt, c'est une question d'âge aussi, parce qu'un Juan Soto à 30 ans ne signe pas le même genre de contrat. Il s'est placé en position d'avoir ce contrat-là. On se souvient, tu sais, Alain, quand il a refusé son 440 millions de dollars avec les Nationals de Washington, il y a des gens de sa famille qui ont dit ben, t'es fou d'avoir refusé un tel montant. Finalement, il l'a presque doublé. Ça a été un gros pari, ça a été une grosse saga. Il a passé par plusieurs formations, mais là, finalement, il se retrouve parmi les rois de New York. Il va être un des visages à New York. Ça va être intéressant à suivre cette première saison-là chez les Mets. Je comprends bien, tu penses que la mère à Soto n'ira pas chez Winners pour acheter son linge. Là, je comprends bien. Là. Bon. Écoute, Soto devient le visage des Mets, comme de raison, même si Lindor est extrêmement populaire là-bas. Il faut quand même bien le mentionner. Puis, rappelle-toi, la transformation des Mets a commencé quand? Ben, quand Lindor, le coup de génie, on l'a placé comme premier frappeur. Puis, écoute, pendant le mois qui a suivi, les Mets ont été la meilleure attaque de tout le baseball majeur. Là. On ne s'attendait pas à ça du tout. On n'a pas été capable de soutenir ce rythme-là, mais ça a quand même catapulté les Mets dans une direction qui les a menés éventuellement en séries éliminatoires contre toute attente. C'est un bon coup des Mets de New York à court terme, ça c'est sûr. Là, il est au milieu de ses meilleures années, hein? Compte tenu de son âge. La fameuse fenêtre, là, 25-29, il est en plein dedans, Juan Soto. Après, ce sera à lui de se maintenir en forme. Un peu comme Bryce Harper le fait avec les Phillies. On sait qu'à un moment donné, ça va descendre, mais le but, c'est évidemment de retarder cette échéance-là pour les joueurs. Pour le joueur, à mesure où il a déjà son contrat, c'est peut-être moins important, mais si tu es professionnel, écoute, tu vas en donner à ton équipe. Les Mets, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils semblent bien entourés et entourés de jeunes. Tu comprends? Lindor, oui, c'est un vétéran, mais encore athlétique, encore. Alvarez en est un autre. Puis il y a quelques lanceurs aussi. Moi, je pense que s'ils sont capables d'avoir Senga pour une année complète au monticule, m'excuse, là, mais c'est peut-être pas les Phillies ni les Braves qui vont être établis favoris dans la section Est de la Ligue nationale. Je pense que les Mets, avec la formation qu'on va présenter sur le terrain, j'aime le dynamisme qu'on va avoir au sein de cette équipe-là, la profondeur qu'on s'est donnée. Je n'ai pas fait mes prédictions encore. Il va falloir que je m'y attarde éventuellement. Mais j'aime beaucoup ce que je vois des Mets de New York. Cet ajout-là, écoute, c'est un des meilleurs frappeurs, sinon le meilleur frappeur dans tout le baseball majeur présentement. Une approche impeccable. Donc, écoute, tu viens de changer évidemment une équipe qui était déjà bonne. Fait que, regarde, chapeau aux Mets de New York pour ce qu'ils ont fait, même si, dans 5-6 ans, ce ne sera peut-être pas la même chose, mais en 2025, on est obligé de dire là, que les Mets se sont donné des moyens d'avoir une très, très bonne équipe en vue de la saison qui vient. Frappeur très, très, très professionnel. Tu l'as mentionné, là, il n'a pas peur d'aller chercher le but sur balle si c'est le jeu à aller chercher. Et là, évidemment, Marc, il va être protégé dans cet alignement-là. Francisco Lindor et la signature qu'on attendait depuis le début de la saison morte. Pete Alonso, l'ours polaire, qui revient sur sa banquise à New York. C'était naturel de revoir Pete Alonso à New York. Là, ça s'est complété dans les derniers jours, mais autant il y a eu des rumeurs à Toronto, puis il y a eu des rumeurs où tu voudras. Ce gars-là, à la base, le mandat qu'il avait donné à Scott Boras, j'en suis persuadé, c'est de dire « trouve une façon de me ramener à New York ». Oui, c'est peut-être pas le contrat qu'il cherchait, mais je pense qu'il y avait des chiffres un peu plus importants en tête. C'est pour ça qu'il est allé d'ailleurs avec Scott Boras. Mais bon, là, une fois c'est réglé,
Au moins, il va être avec les Mets en 2025. On verra pour la suite parce qu'on sait qu'il y a des options de sortir de ça, là, mais c'est sûr que je suis un peu d'accord avec Alain du côté des Mets de New York. Cependant, les Mets, je ne sais pas pourquoi, mais on est jamais à l'abri d'une catastrophe. Il y a toujours quelque chose qui se passe avec les Mets. Ouais. Mais ça reste que Juan Soto aura une équipe meilleure. Là, le duo Soto-Lindor, je m'excuse, là, mais là, tu parlais d'Alonso aussi, là, mais ça devient assez. Moi, je suis lanceur partant, puis il faut que j'affronte ces deux gars-là pour commencer. Je trouve ça assez ordinaire. Mais tant mieux, je suis content pour le marché de New York. Tu sais, les Mets, comme je disais, ils laissent personne indifférent. Fait que j'aimerais ça les voir connaître du succès. C'est une équipe qui laisse, qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Fait que, mais Soto, moi, j'ai été surpris, bien honnêtement, messieurs. Là, je pensais vraiment qu'une fois qu'il était avec les Yankees, il allait rester avec les Yankees. On a vu que c'était un fit parfait avec Aaron Judge et compagnie. Et ça m'a surpris, moi, que, lorsque Juan Soto a dit, une fois qu'il avait signé son contrat avec les Mets, qu'il n'y avait eu aucune communication avec un coéquipier des Yankees. Ouais. Alors, je me dis que c'était peut-être pas. Souvent, on analyse une équipe, on analyse ce qui se passe sur un terrain. C'est pas ce qui se passe à l'intérieur du vestiaire. Fait que j'ai l'impression que l'intégration de Soto n'a pas été aussi bien que lui le pensait. Et c'est pour ça qu'il n'a pas hésité à aller ailleurs. Puis là, c'est à lui de bâtir maintenant cette réputation, en fait. Cette réputation, il y en a déjà une, mais d'arriver et de permettre aux Mets de passer au prochain niveau. Moi, j'ai confiance quand même que les Mets, effectivement, soient parmi les meilleures équipes. Même qu'ils pourraient, techniquement, là, si on regarde une formation de 26 joueurs, peuvent être parmi les 3 meilleures équipes de la Ligue nationale, certes, mais il faut éviter les scandales. Ça a toujours été ça, que ce soit une blessure sur un ranch ou que ce soit toutes les histoires auxquelles on peut penser avec Yoenis Cespedes, c'est les Mets. Mais c'est moins flagrant, par exemple, depuis que Steve Cohen est arrivé. Là, on dirait que ça a stabilisé par le sommet, mais je suis d'accord avec toi, l'effet Mets, c'est peut-être pas à sous-estimer. Sébastien, on parle beaucoup des Mets en tant que bonne équipe, puis c'est vrai que c'est une bonne équipe, mais il y a une question qui est importante aussi à poser, c'est une question de Louis, et je te la soumets. Les lanceurs des Mets sont-ils assez forts pour gagner contre les Dodgers? C'est une excellente question. Si on a une lacune à New York, je pense que c'est là. Quand on pense utiliser Clay Holmes dans la rotation partante, c'est qu'il y a un manque de profondeur à ce niveau-là. Puis on le sait, quand arrivent les séries éliminatoires, on a besoin de lanceurs. Les Dodgers avaient 2 rotations partantes, une sur le terrain, une sur la liste des blessés. C'est ce qui a fait qu'ils ont remporté la Série mondiale. Présentement, s'il arrive les mêmes malheurs aux Mets, on est loin de pouvoir répondre à ces embûches-là. Donc, je pense qu'on a peut-être quelque chose à adresser. Peut-être qu'on ne le fera pas d'ici le début de la saison, mais au cours de la saison, il va falloir ajouter un bras à un moment ou à un autre pour pouvoir espérer remporter la division et aussi battre les Dodgers qui présentement semblent imbattables, mais c'est sûr que ça va passer par le monticule, puis ça va passer aussi par les performances de Juan Soto qu'on vient de parler. Un autre petit bémol, est-ce que Juan Soto va répéter ses exploits de l'an dernier en étant peut-être un peu moins protégé dans l'alignement? C'est une chose de frapper devant Aaron Judge. Là, probablement qu'il va frapper devant Pete Alonso, sans rien enlever à Alonso. Je pense que ça peut changer un petit peu la donne. Va rester un frappeur professionnel, va réussir à aller chercher ses buts sur balle. Mais quand vient le temps de choisir si on va affronter Juan Soto ou Pete Alonso, je pense qu'on va faire le choix assez facilement. Alain, il y a une question qui est intéressante ici qui nous vient de Jocelyn. Comment expliquer l'année difficile de Soto à San Diego versus l'an passé à New York? Est-ce que pour toi, c'est aussi simple que de dire Aaron Judge était là pour le protéger? Parce que les Padres sont quand même pas un alignement de pied de céleri, là, on va le dire comme ça. Pour toi, est-ce que c'était juste qu'il était plus confortable? Comment tu vois ça, cette différence-là entre le Soto de San Diego et le Soto de New York? Écoute, sa deuxième saison à San Diego, il était très bon. Juan Soto, je regarde son MPP, là, puis 930. Je vais prendre ça n'importe quand. Le MPP Plus à 155. Bon, c'est arrivé en milieu de saison, mais c'est sûr que l'environnement du Yankee Stadium va aider le frappeur gaucher. Écoute, s'il y a les mêmes chiffres
Citi Field, qui là, au stade des Yankees, a donné lui tout de suite le joueur le plus utile par son équipe. Ça, c'est clair. On parlait d'Alonso tantôt. Je pense qu'Alonso aimait New York. C'est juste, je pense qu'il aurait souhaité être dans un stade qui le favorise un peu plus. Parce que mettez-le dans un stade neutre. Je suis convaincu, moi, que depuis le début de sa carrière, Alonso a au moins une trentaine de coups de circuit de plus. C'est un cimetière pour des frappeurs, le Citi Field. Fait que, pour répondre à la question un peu, il n'a pas été si mal que ça. C'est juste, on ne l'a pas vu autant qu'avec les Yankees de New York. Dans la deuxième moitié de saison, quand il est arrivé de Washington, il y a peut-être eu un ajustement, mais la saison 2023 de Soto avec San Diego là, a été très, très bonne. Quand tu as un MPP au-dessus de 900, là, trompe-toi pas, c'est parce que tu as eu une très, très bonne saison. MPP plus à 155, regarde, ça s'en va direct à Cooperstown, c'est un rendement comme celui-là à long terme. Puis c'est probablement avec la casquette des Mets qui va le faire à partir de maintenant. C'est ça. Marc, on a quelques petites questions pour comparer ici les Mets et les Yankees. Louis qui nous demande qui de Soto ou Judge va gagner la Série mondiale en premier. Évidemment, on parle à partir de maintenant. Là, Juan Soto qui a déjà gagné la Série mondiale. Puis une question que j'aime bien, les Mets vont-ils avoir une meilleure saison que les Yankees? Parce que le sous-texte de cette signature-là de Juan Soto avec les Mets, c'est ça, c'est que là, il y avait déjà une rivalité entre les Mets et les Yankees, mais là, elle est très, très, très clairement installée. Avant, on n'essayait pas nécessairement systématiquement de voler un joueur. Tu sais, Aaron Judge, les Mets se sont pas mis le nez dans le dossier parce qu'on savait que c'était le joueur des Yankees de New York. Là, c'est pas pareil. La rivalité est installée, puis on va vouloir être les rois de New York des deux côtés. Ouais, c'est clair. Le jeu de comparaison, là, on a parlé, Seb a parlé, est-ce que Soto peut répéter ce qu'il a fait, compte tenu, du fait que c'était Alonso derrière. La question est vraiment pertinente parce que, Cody Bellinger, ça devient intéressant parce que là, on a un vrai voltigeur de centre. Évidemment, est-ce que Paul Goldschmidt en a un petit peu encore à donner au premier but, ça reste à voir. Mais la mise sous contrat de Max Fried, moi, je trouve ça bien, bien le fun. Puis, tu sais, Max Fried, du côté des Yankees, c'est un des meilleurs athlètes lanceurs. Et si Bellinger se blesse au champ centre, puis tu mets un Max Fried, il n'aura pas l'air fou, en passant. C'est vraiment un bon athlète. Et tout ça pour dire que je trouve que c'est bien du côté des Yankees. On est un petit peu plus équilibré, si vous voulez, là, en termes si on compare la défense vis-à-vis de l'année passée. Parce qu'il faut dire, le Juan Soto en défense, c'était pas le meilleur. Là, on va avoir, disons, un trio de voltigeurs qui va être un peu plus intéressant à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup de style, je trouve, avec les Yankees. Oui, j'aime Fried avec, évidemment, Garrett Cole. Ça donne tout un duo. Là, je ne parle même pas de Rodon encore ou de Gill. Mais tu sais, c'est solide. Mais quel genre de saison aura Cody Bellinger? Puis est-ce que Goldschmidt est capable d'en donner? Je trouve qu'on n'a pas une réponse claire à ça. Tandis qu'on sait que Soto va frapper du côté des Mets de New York. Fait que, moi, je suis plus porté à dire que les Mets ont le potentiel d'avoir une meilleure saison que les Yankees. Mais ceci étant dit, si Cody Bellinger joue comme il est capable, c'est le vrai Cody Bellinger, oups, là, ça peut devenir fort intéressant. Mais je pense que Judge va quand même ressentir l'effet qu'il n'y aura peut-être pas autant de coureurs sur les buts lorsqu'il va se présenter au ballon. Mm-hmm. Oui, ça, c'est un bon aspect. Là. C'était plus facile de frapper, de placer la balle en lieu sûr en sachant que tu as un Juan Soto qui est là et qui peut te produire des points assez facilement. J'ai pas de difficulté à croire que Judge va s'en remettre, mais en effet, c'est sûr qu'il risque d'y avoir une certaine période d'adaptation quand même. Alain, je te pose la question. Je pense que Soto ou pas, les Yankees auraient pu mettre la main sur un releveur comme Devin Williams et Paul Goldschmidt fallait de toute façon aller chercher un joueur de premier but. Ceci dit, je pense que la signature de Fried est en lien avec le fait qu'on avait de l'argent libéré et l'acquisition de Cody Bellinger vient directement remplacer un gars comme Soto. Donc, je te pose la question, est-ce que tu prends Max Fried et Cody Bellinger ou tu prends Juan Soto? C'est une très, très bonne question. Marc a fait allusion au fait qu'avec Bellinger, on s'attend à quoi? C'était une carrière en dents de scie pour Bellinger. Mais il est clair qu'il fallait absolument que Judge s'en aille de chanson. C'était clair. Si vous n'êtes pas sûr, il y a encore des commentaires là, qui sont sortis. Là, des Yankees n'ont pas aimé la façon dont les Dodgers les ont qualifiés en série. Mais
Écoute, les Yankees avaient juste à mieux jouer. C'est pas compliqué, là. Voilà. C'est à peu près ça. Puis les Dodgers, c'est pas comme si ils ne savaient pas. Donc, il fallait raffermir cette défense-là. Et ceci dit, les Mets l'ont fait aussi avec l'acquisition de José Siri. C'est pour aller patrouiller le champ-centre, José Siri. C'est pas pour frapper 20 circuits, 25 circuits. C'est pour rattraper la balle au champ-centre qu'on l'a acquis. Donc, et en espérant qu'il produise plus que Harrison Bader. C'est une très, très bonne question. Écoute, Soto, c'est un joueur unique. Regarde, on a eu Mike Trout au cours des 10 dernières années, puis ce qu'on va voir au cours des 5 prochaines comme meilleur frappeur, c'est peut-être Juan Soto. Même si j'aime beaucoup Jordan Alvarez avec Houston, quand il n'est pas blessé, ce gars-là, il fait peur. Honnêtement, là, c'est peut-être si j'étais lanceur, moi, je prendrais une assurance avant de l'affronter. Donc, mais compte tenu des besoins qu'on avait à combler chez les Yankees de New York, est-ce que c'était envisageable de garder et Soto et Judge? La réponse aurait été oui, si on n'avait pas autant d'argent à dépenser sur Giancarlo Stanton. C'est peut-être là qu'est le problème des Yankees de New York. C'est que là, on a un contrat de trop. Donc, on n'avait plus de place pour garder, dans le fond, ces 3 gars-là qui, à moyen terme, sont destinés à finir comme frappeurs, tu comprends, frappeurs désignés. Donc, dans le contexte, je te dirais, les Yankees ont bien fait des choses avec l'acquisition de Bellinger, puis l'embauche de Max Fried. J'aime cette réponse-là. Moi, j'ai l'impression que Aaron Judge aurait peut-être appris à jouer au premier but dans ces conditions-là parce qu'on ne pouvait pas le laisser au champ-centre éternellement comme ça n'avait pas de sens. Peut-être aussi que Giancarlo Stanton aurait tout simplement été désigné pour assignation ou quelque chose comme ça dans quelques années parce qu'à un moment donné, tu peux pas. Il y a juste un frappeur de choix. Là, il aurait fallu prendre des décisions. Donc, dans cette optique-là, je comprends. Ceci étant dit, tu perds quand même un Juan Soto. J'ai hâte de voir l'impact que ça va avoir. Mais non, les Yankees n'ont pas une vilaine formation quand même malgré tout, Sébastien. Ils vont être capables de se battre pour se rendre assez loin. Puis moi, il y a un joueur que j'ai envie de surveiller dans cette formation-là. Puis c'est le seul joueur qui ne bougera pas visiblement dans l'avant-champ. Puis c'est Anthony Volpe, qui est installé au poste d'arrêt-court depuis 2 ans. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il a cru à Volpe en début de saison l'an passé. Puis bon, il y a eu un certain ralentissement. Est-ce que tu penses que 2025, c'est l'année où il va s'établir vraiment comme un joueur qui est capable de passer au prochain niveau ou ce qu'on a vu dans les dernières années, tu t'attends un petit peu à la même chose en 2025? Bien, j'espère qu'il va être capable de passer au prochain niveau. Il a le potentiel pour le faire. Puis c'est pas une situation nécessairement facile de jouer à l'arrêt-court au Yankee Stadium avec toute l'histoire qu'il y a derrière lui. Donc, il arrive un jeune joueur avec toute la pression. C'est toi le joueur d'arrêt-court. On n'est pas allé chercher de joueurs autonomes qui jouaient à l'arrêt-court pour lui laisser la place éventuellement. Donc, ça vient avec une pression. On l'attendait comme premier frappeur du rôle offensif. Ça n'a pas fonctionné. Par contre, ce qui m'a encouragé, c'est quelques flashs qu'on a vus en séries éliminatoires. On a vu le Anthony Volpe des années passées de ses rangs universitaires. Donc, je pense que ça augure bien pour Volpe. S'il y a moins de pression, si on le place dans un rôle qui est un petit peu plus effacé, même si on voudrait qu'il en donne plus puis qu'il soit à la tête du rôle offensif. Mais je pense que ça peut débloquer pour lui. Si ce n'est pas cette année, ça va finir par arriver. Mais du côté des Yankees, on en aurait besoin cette année. Messieurs, je veux qu'on parle un petit peu aussi, si on fait un récapitulatif de la saison morte, on ne peut pas éviter les Dodgers de Los Angeles parce que nomme-moi un joueur, je te nommerai un joueur qui a signé avec les Dodgers. Ça a été pas mal ça. Marc, on dirait que les Dodgers ont perdu la série contre les Padres de San Diego tellement ils ont réagi fort en allant chercher beaucoup de joueurs. Évidemment, ça a fait réagir pour toutes les raisons qu'on connaît. Comment tu perçois ça, toi, cette saison morte-là de la part des Dodgers? Rappelez-vous, oui, ils ont gagné la Série mondiale, mais on utilisait quand même un ouvreur en Série mondiale. Hein? Et ça, on s'est dit, on tourne pas là. Mais écoutez, les Dodgers, pour avoir fait partie de l'organisation il y a quand même plusieurs années, mais pour voir cette organisation-là aujourd'hui, c'est probablement l'organisation la mieux gérée. Oui, ils sont riches, mais ils sont riches pas pour rien. On gère ça de façon impeccable. On a encore un très bon réseau de filiales malgré les revenus. On fait les choses à bonne manière. Et là, on a poussé ça à un autre niveau. Le contrat d'Ohtani, lorsqu'on a permis aux Dodgers d'étaler évidemment ça sur plusieurs années par la suite,
ça a ouvert la porte. Il y a d'autres équipes qui ont commencé à le faire aussi. Mais alors, tu sais, les Dodgers, c'est bon ce qu'ils font parce que j'imagine, tu sais, t'es partant des Dodgers, là, tu triples, là, tu vas voir Sasaki, il y a Mamoto une deuxième année, Ouais. tu vas chercher Blake Snell. Je veux dire, c'est deux équipes d'étoiles, là, pratiquement, le complet qu'on va chercher. La question a toujours été, est-ce que c'est bon pour le baseball dans son ensemble de voir une équipe réagir de la sorte? Je ne veux pas qu'on rentre dans les affaires plates, mais c'est sûr que ce que les Dodgers sont en train de faire, c'est que là, on accentue l'écart entre les marchés importants puis les marchés qui sont un peu plus petits, comme Pittsburgh, comme Kansas City, comme Cincinnati. Fait que, je pense que les Dodgers, en agissant de la sorte, ont ouvert une canne qui va faire en sorte qu'à un moment donné, il va falloir se parler dans le blanc des yeux. Ça me fait peur un peu pour un conflit de travail éventuel. On n'est pas là actuellement, fait que je ne veux pas qu'on aborde trop le sujet, mais ça reste que c'est quand même un message fort que les Dodgers ont lancé. On a de l'argent, on va l'utiliser, on va bâtir, on veut retourner en série mondiale. Les Betts, Freeman, Ohtani et compagnie ont le goût de retourner. Ils ont adoré leur expérience de l'année passée. Fait que, tu ne peux pas les blâmer à ce niveau-là. Mais ça reste que c'est une industrie, puis il faut faire attention parfois. Puis j'aime mieux qu'on nivelle par le haut que qu'on nivelle par le bas, mais c'est un gros message lancé. C'est pas juste le fait qu'on a mis bien des bons joueurs sous contrat. Il y a un message qui est lancé. Ça pourrait bouleverser l'industrie éventuellement. J'aime ce que tu dis par rapport à niveler vers le haut versus niveler par le bas. J'aime mieux voir les Dodgers faire ça que les Pirates qui sont en train de passer à côté des plus belles années, ou ben, du moins il va s'améliorer, mais de ce que Paul Skeens va nous offrir dans les prochaines années, on l'entoure mal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas signé un agent libre pour plus d'1 an, donc c'est sûr que c'est un débat qui va qui est important. Puis écoute, on pourrait passer un épisode complet là, sur cette question-là parce que tout le monde dans le sport a son avis sur la question. Sébastien, il y a à peu près 9 options pour la rotation des Dodgers. C'est beau de passer de 5 à 6 partants, mais il va quand même avoir des gars qui vont être laissés pour compte. Par la force des choses, les blessures vont venir arranger certains éléments, mais comment tu vois ça, ce personnel-là? Puis c'est pas comme si tu peux dire à tout le monde, ben sinon aller en relève, parce que un, c'est pas tous les partants qui font des bons releveurs, et deux, la relève est déjà excellente aussi avec toutes les signatures, donc c'est un beau problème à avoir pour Dave Roberts. Oui, c'est un très beau problème. Si je suis les Dodgers, j'y vais avec une rotation à 6, au moins pour débuter la saison, puis faire un bon bout de chemin avec ça, parce qu'on a quand même les circonstances idéales. On a des Japonais qui sont habitués à lancer dans une rotation à 6, il n'y a aucun problème là. On a Shohei Ohtani qui revient d'une blessure, donc on ne voudra pas nécessairement lui mettre toute la pression en début de saison. Fait qu'on peut rouler avec cette rotation à 6-là pendant un bon bout. Et comme tu l'as dit, il va arriver des blessures. On l'a vu l'an dernier. C'est sûr qu'il va arriver des choses durant cette saison-là qui vont faire en sorte que peut-être les décisions vont se prendre par elles-mêmes. Donc, présentement, comme tu l'as dit, c'est un beau problème, mais on risque d'avoir besoin de tous ces bras-là au fur et à mesure que la saison va arriver et encore plus en séries éliminatoires. Alain, évidemment, dans toute cette mort-là de vedette, il y a quand même Shohei Ohtani qui ressort plus que les autres. À ce sujet-là, il y a Louis qui nous demande, Shohei Ohtani va-t-il répéter ses exploits de l'an passé? Puis il nous demande aussi, est-ce qu'il va être capable de gagner entre 10 et 15 victoires cette saison comme lanceur? On sait que Ohtani ne commencera pas en fait la saison comme lanceur, va être seulement frappeur de choix, devrait lancer à partir du mois de mai. Comment tu vois cette deuxième saison-là d'Ohtani chez les Dodgers? Ben, je pense que l'an passé, on l'a mentionné, il est mieux d'en profiter parce qu'il n'y aura pas 2 saisons comme celle-là dans la perspective où éventuellement il va revenir au monticule. C'était son but de toute façon. Donc, il ne jouera pas 162 matchs une autre fois, à moins que le ligament cède une 3e fois. Là, à ce moment-là, ça va être probablement la fin des émissions comme lanceur. Fait que le 50-50, là, ça ne se reproduira plus, d'après moi, dans le cas de Shohei Ohtani, surtout que, il est dans sa période là, optimale du côté athlétique. Au monticule, difficile de savoir comment il va réagir. Ça s'est bien passé lors de son premier retour avec les Angels. Écoute, Sébastien, tu parlais de 6 lanceurs partants. Il y en a qui prétendent que les Red Sox pourraient aller là. Les Blue Jays pourraient aller là, théoriquement, compte tenu de l'âge des lanceurs partants aussi.
Donc, moi, j'ai hâte de voir est-ce qu'il y a une équipe qui va le faire de façon régulière sur le long terme cette année. Et les 3 équipes qu'on vient de nommer sont susceptibles de le faire. Dans le cas de Shohei Ohtani, bon, ça dépend quand est-ce qu'il va commencer. Est-ce qu'il y aura assez de départs en 10 et 15 victoires? Le problème, c'est combien de manches qu'il va lancer lorsqu'on va lui faire amorcer des matchs. Et compte tenu de la règle des 5 manches, moi, je serais très surpris qu'il atteigne les 10 victoires cette année. Est-ce qu'il va être efficace? Oui. Mais dans combien de décisions est-ce qu'il sera impliqué? Ben, c'est ça, j'aimerais bien vous le dire. À partir de quel moment on va le laisser lancer 5 manches? Puis s'il n'y a pas son contrôle, on sait comment ça marche. On ne lui laissera pas lancer le 3e tour. Puis s'il manque de contrôle, ben, le 3e tour va arriver avant la 5e. Donc, à ce moment-là, Shohei aura peut-être moins d'occasions de récolter des victoires, même si son équipe lui donne une bonne avance. Pour ça, je ne m'attends pas, moi, à ce que, sur le plan strictement de victoire, qu'il en ait beaucoup cette année. Mais je pense que je suis optimiste quant au rendement qu'il va donner aux Dodgers à partir du moment où on va l'utiliser comme lanceur. J'ai une lecture similaire parce que Dave Roberts ne sera pas patient avec Shohei Ohtani sur le monticule parce que, il ne voudra pas risquer une blessure parce que si tu veux le garder sur le terrain comme frappeur de choix, il faut qu'il reste en santé. 2, il y a tellement d'options sur le monticule aussi que, écoute, si ça va moins bien à un moment donné pour Shohei Ohtani, on n'aura pas nécessairement à le garder super longtemps sur le monticule. Donc, non, j'ai un peu la même lecture que toi, Alain. Oui, Dave Roberts ou les gars qui décident derrière lui, mais ça, c'est un autre point. Non, oui, mais j'allais dire, il ne faut pas oublier que souvent, lorsqu'un gars revient d'une blessure de la sorte, on va lui faire amorcer quelques départs dans les ligues mineures. Pas question d'envoyer Shohei Ohtani lancer dans le 3, vous comprenez, on a besoin de son coup de bâton. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que lui, lorsqu'il va commencer à lancer, c'est peut-être même juste une manche. Peut-être même une manche ou 2 maximum ou le nombre de tirs. Alors, je suis d'accord avec Alain. Je ne suis pas inquiet pour son rendement éventuel, mais je ne suis pas sûr que ça va déterminer son nombre de victoires. De toute façon, les Dodgers vont en gagner 115. Fait que donnez-là à qui les victoires, là, on ne sait pas trop à qui. Ils vont en gagner 115. Marc, on a une question de Louis ici par rapport justement aux Dodgers. Freddie Freeman, quel joueur de baseball? Il me fait penser à George Brett. Est-ce que tu aimes la comparaison? Ben là, écoute, là, vous rentrez dans... Moi, George Brett, j'ai adoré. Puis d'ailleurs, moi, mon idole au bâton, c'était Tim Raines. J'adorais Tim Raines, mais Tim Raines, rappelez-vous son style, il l'a copié sur George Brett. Fait qu'il y avait toujours un lien. C'est 2 grands joueurs de baseball. Je suis content que la blessure à la cheville semble rétablie. En fait, dans le cas de Freeman, il ne peut pas courir encore, mais prend des roulants, peut frapper. Il devrait être évidemment à son poste pour commencer la saison. Mais moi, là, on était sur place en série mondiale. C'était fantastique. Puis ça me permet de voir les exercices au bâton, messieurs. Et lui a compris des choses. Il n'y a rien de spectaculaire dans un exercice au bâton de Freddie Freeman. Tout ce qu'il fait, messieurs, c'est que sa première ronde, il frappe des roulants à l'arrêt court. Sa 2e ronde, ce sont des flèches à l'arrêt court. Sa 3e ronde, ce sont des balles dans l'allée de gauche. Aucune balle, il est frappeur gaucher, là. Donc, aucune balle tirée dans son champ. Lui a compris que techniquement, si on veut faire voyager la balle, puis lui donner ce qu'on appelle, excusez l'expression, mais du backspin et non du topspin, lui a compris. Alors, lui, il n'y a rien de spectaculaire, mais c'est-tu efficace? Alors que Max Monty, rappelle-toi, Alain, Max Monty nous frappait des balles dans le 13e balcon du Yankee Stadium durant l'exercice au bâton, mais ça ne se transportait pas durant les matchs. Fait que c'est d'un professionnalisme jusqu'au bout des doigts dans le cas de Freddie Freeman, autant en attaque qu'en défense. C'est un des grands joueurs du baseball. Très belle comparaison, soit dit en passant. Et je suis convaincu que Freeman va aller rejoindre George au temps de la renommée éventuellement. Oui, c'est ce genre de joueur qui va y aller. Parlant de Freeman, je veux juste, messieurs, avoir votre input sur son circuit dans le premier match de la Série mondiale. Comment vous avez vécu ça sur place, ce moment-là, c'était comment? Ben, vous avez juste écouté ce qui a été, diffusé sur le site du baseball majeur. Mais vous autres, comment vous l'avez vécu? Honnêtement, là, Seb, c'était un peu irréel. Parce que, dès le contact, on le savait. Et c'est la réaction de la foule
c'est de sentir un Dodger Stadium qui était, je veux dire, on suit le baseball pour ces moments-là. On veut vivre ces moments-là. On a été très choyés d'être sur place. Mais c'est plate à dire, là, mais il fallait être là, les gars. Il fallait être là pour le vivre. J'aurais beau essayer de vous dire que j'avais des frissons, que c'était extraordinaire. C'était indescriptible. Et d'ailleurs, merci à Freeman de nous avoir fait vivre un moment de la sorte. Parce que c'était un des grands moments du baseball. Moi, je me souviens, je venais juste de avec les Dodgers lorsque Kurt Gibson avait frappé son fameux circuit contre Dennis Eckersley. Là, écoute, je veux dire, ça a cette importance-là, le circuit de Freddie Freeman. Alors, moi, je suis juste content de l'avoir vécu sur place. C'était un des beaux moments de cette carrière d'analyste. Si je peux ajouter, les gars, au Yankee Stadium, on n'était pas si bien placés, on va le dire, là. On nous a parqués dans le champ gauche, mais ça nous a, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a permis de voir 2 jeux clés de la Série mondiale dans le dernier match, parce que c'était devant nous que ça se passait. Marc pourra en témoigner. La balle échappée d'Aaron Judge et la balle frappée par Teoscar Hernandez par-dessus la tête de Judge. Je me demande, écoute, c'était bien frappé, là. Je me demande honnêtement si un bon voltigeur de centre aurait pu se rendre à la balle. Parce qu'il n'était pas si loin que ça de la balle. Mais toujours est-il, c'était vraiment devant nous que ça a été fait, ces 2 jeux-là, qui ont été 2 jeux clés de la même manche. Donc, on parle du circuit de Freeman, mais je t'avoue, de voir ces 2 balles-là, t'es presque bouche bée, là, je veux dire. C'est une manche comme celle-là, je vous dis, bien franchement, j'en ai pas vu beaucoup comme descripteur. Non, mais surtout pas en Série mondiale. Et pour avoir été, messieurs, un voltigeur de centre, j'en ai échappé des balles. C'était loin d'être parfait, mais d'échapper une balle sur une semi-flèche devant moi, ça, je ne m'en souviens pas d'en avoir échappé une. Ça a été le jeu clé, messieurs. Là, on ne reviendra pas sur la Série mondiale au complet, mais je veux dire, si cette balle-là est attrapée, d'aucune manière, les Dodgers marquent 5 points éventuellement. Là. Mais effectivement, c'est une autre perspective. Et d'ailleurs, je vais ajouter à ça, c'est que le circuit de Judge dans le match numéro 5, si on pensait que le Dodger Stadium avait tremblé lors du circuit de Freeman, je peux vous dire une chose, que lorsque Judge l'avait frappé, qui donnait les devants évidemment aux Yankees dans ce match-là, ça aussi, c'était un des moments les plus bruyants auxquels j'ai pu assister. Oui, le Yankee Stadium, c'est quelque chose. J'étais allé aux 2 premiers matchs de la série de championnat, là, puis c'est un petit peu à part. Là. Il y en a d'autres des stades que c'est bruyant, là, mais Yankee Stadium en série, on passe à un autre niveau. Ouais. Surtout à un moment comme celui-là où les Yankees cherchaient des raisons de célébrer là, avec l'allure de la Série mondiale à ce moment-là. Donc, non, ça devait être un moment assez surréel, en effet. Ouais. Messieurs, on a quelques questions qui sont en attente, donc je propose d'aller à la période de questions. Sébastien, je commence avec toi. On a une question ici concernant un des sujets de l'heure, Alex Bregman, qui n'a toujours pas signé de contrat. Donc, Mathieu Desharnais qui nous demande, selon vous, Bregman, où, combien et combien de temps? Je pense que rendu à ce moment-ci, ça va être à court terme. Le où, moi, je vois un fit parfait avec les Tigers. Je ne vois pas d'autres équipes avec laquelle ça fit mieux qu'avec les Tigers. Oui, ils pourraient retourner avec les Astros, mais les Tigers ont ce besoin-là. Ils n'ont pas connu une mauvaise saison morte, donc ils veulent continuer dans cette voie-là. Par contre, à savoir, est-ce qu'il va y avoir des options de sortie, combien d'années? C'est sûr qu'il va y avoir des options de sortie, mais plus ça va, puis plus on se dirige vers un contrat à court terme, ce qui va être peut-être une petite tâche au dossier de Scott Boras durant la saison morte parce qu'on s'entend qu'il a connu une excellente saison morte en comparaison avec l'an dernier. Mais ça s'est peut-être un petit peu gâté à la fin, mais je pense qu'il devrait s'en sortir et il va être capable d'arriver à la fin du mois. Là. Je pense que oui. Puis le voir avec les Tigers, c'est sûr que la connexion avec AJ Hinch, ce serait assez naturel. Donc, je ne serais pas étonné. Boston aussi, peut-être, si jamais on décide de pousser sur un petit contrat. Mais à ce point-ci, je ne m'attends pas nécessairement à le revoir avec les Astros.
Alain, on a un autre sujet qui a fait beaucoup jaser aujourd'hui et c'est Anthony Rendon qui, encore une fois, a trouvé une façon de prendre un congé du baseball. Il va être opéré à la hanche. On ne sait pas ça va durer combien de temps. On sait qu'il est absent à long terme. Jean-Michel Gauthier qui nous demande la blessure d'Anthony Rendon. Est-ce que la direction des Angels ne chante pas dans les bureaux de joie, vu comment sa présence dans le vestiaire est tellement négative? Écoute, il reste encore 2 autres années à son contrat. Ça, c'est dans la catégorie, dis-je, des pires contrats de l'histoire du baseball. Et on se disait, probablement que lui et Jake Kirby et Ellsbury, à un moment donné, vont prendre une bonne bière ensemble. Puis, vont parler d'autre chose que du baseball. C'est assez épouvantable, honnêtement. Là, il y a Steven Strasburg qui en a signé un qui n'a pas été très payant pour les Nationals de Washington. Mais, écoute, on ne peut pas anticiper sur ce que Rendon a fait dans l'entre-saison, mais c'est sûr que tu regardes la tendance depuis 2021. C'est pas une bonne note au dossier d'Anthony Rendon. De toute façon, après 2026, compte tenu des commentaires qu'il a émis, c'est quoi, c'est l'an passé? Est-ce qu'il va encore avoir le coup de jouer au baseball? Est-ce qu'il y a une équipe qui va s'intéresser à lui de toute façon? Non. Ce serait très, très étonnant. Écoute, moi, je pense, l'année prochaine, s'il est en santé, sa dernière année de contrat, tu fais quoi? On a un propriétaire qui est un peu imprévisible. Il y avait, je vends, puis là, finalement, je ne vends plus. Il s'est mêlé des opérations baseball pas mal plus qu'il aurait dû. Il a gaspillé les années Ohtani et Trout ensemble. Il faut bien le mentionner. Mike Scioscia a eu beaucoup trop de pouvoir pendant trop longtemps dans cette organisation-là. Écoute, j'ai l'impression qu'il est à peu près temps que ça passe dans d'autres mains, cette concession-là, parce que c'est mal géré. Et ça, depuis de trop nombreuses années, en fait. Puis, écoute, l'embauche de Rendon, c'était un très bon frappeur lorsqu'on l'a embauché. Oui. Mais quant à son caractère, est-ce qu'on a fait nos devoirs? Est-ce qu'on connaissait vraiment l'individu? Ben, quand on regarde un peu la façon de faire des Angels, tu dis, on a peut-être, dans le fond, ce qu'on mérite avec Anthony Rendon. Assurément, assurément. Marc, j'imagine que c'est un sujet qui vient de chercher aussi, de voir un joueur comme ça, qui n'aime pas le baseball. Je sais que tu n'es pas 100% des gens qui travaillent dans un certain milieu ne sont pas obligés d'aimer leur travail, mais quand tu as un travail comme celui de joueur de baseball, c'est spécial de voir un joueur ouvertement comme ça ne pas triper sur ce qu'il fait. Là. Non, puis juste, messieurs, avant d'aller sur Random, puis ton excellente question, juste vous dire que, vu qu'on est en direct, c'était le fun, Nick Pivetta vient de signer un contrat, messieurs, avec les Padres de San Diego. Oh oui. Un contrat de 4 ans, évalué à 55 millions de dollars. Évidemment, on va attendre l'examen médical. Mais donc, c'est Pivetta qui était quand même un des bons lanceurs encore qui restait sur le marché. Donc, on se retrouve avec les Padres. Pour revenir à Rendon, moi, je peux vous dire une chose, messieurs. C'est qu'un gars comme ça dans une équipe, effectivement, c'est pas bon. Les propos qu'il avait émis, qui n'aime pas le baseball, Alain a très bien mentionné la question, est-ce qu'on a fait vraiment nos devoirs? Et, je veux dire, c'est pas un gars qui est apprécié tant que ça. Rappelez-vous aussi, avec les partisans, là, il y avait eu, l'année dernière, là, qui s'était pris avec un partisan. Ouais. On veut pas de ça. Alors, à un moment donné, moi, je me dis, les Angels vont dire, regarde, on sait déjà que c'est le pire contrat de l'histoire. Est-ce qu'on avale tout ça? Puis on dit merci beaucoup, mais bonsoir à Rendon. Moi, je pense que ce serait la meilleure décision possible aux Angels. Ouais. Est-ce qu'on espère vraiment qu'ils reviennent? Puis, tu sais, bien sûr, une hanche, c'est-tu un joueur de baseball qui a fait ça? Là? Pas certain non plus. Fait que, c'est pour dire que il n'y a rien de bon dans ça. Il ne peut rien amener de bon à cette organisation-là, honnêtement. Alors, moi, je laisserais aller Rendon à ce niveau-là. Regarde, on a perdu de l'argent avec toi. C'est épouvantable. Et passons à autre chose. Sébastien, on a Patrick ici qui nous dit Jason Dominguez sera la recrue de l'année, assurément. Donc, je te pose la question, vrai ou faux? Mais le assurément, je n'irai pas jusque-là. Là. C'est quand même. Ce serait extraordinaire pour les Yankees d'avoir la recrue de l'année comme voltigeur avec Bellinger, avec Judge. Par contre,
le potentiel est là, mais on l'a vu l'an dernier. Ce n'est pas nécessairement facile pour Dominguez. Là, il devrait patrouiller le champ gauche. Encore là, ça n'a pas été facile défensivement, cette position-là. Il y a la pression qui vient. C'est un jeune joueur qu'on attend depuis plusieurs années à New York, sur lequel on compte. Donc, je ne serais pas prêt à parier que ça va être la recrue de l'année, mais je crois quand même qu'il peut connaître une bonne saison. Puis, malheureusement, il ne s'est pas aidé en arrivant dans le baseball majeur puis en frappant un circuit sur la Lune pratiquement. Là. Donc, déjà là, il avait mis les attentes très hautes, mais il faut se situer un petit peu entre les deux. Dominguez va être un excellent joueur, selon moi, mais ça va prendre quand même un petit peu de temps avant qu'il atteigne ce niveau-là. Alain, on a quelques petites questions ici qui concernent Paul Skeens, qui est évidemment, s'est établi comme un des gros noms du baseball majeur. Patrick ici qui nous demande, pensez-vous que Roki Sasaki va avoir un impact à la Paul Skeens chez les Dodgers? Moi, j'ai l'impression que vu qu'il va être peut-être mieux entouré, il y aura moins de pression sur un Sasaki, j'ai l'impression qu'on va peut-être moins le lancer dans la gueule du loup. Ceci dit, Alain, s'il est à son meilleur, comment tu compares ces deux lanceurs-là? C'est aussi bon que Paul Skeens, donnez-lui Cy Young tout de suite. Si Skeens avait lancé toute la saison l'année passée, il l'aurait eu aisément. Le Cy Young, là, ça témoigne jusqu'à quel point Skeens a été bon l'année passée. Sasaki, écoute, c'est rare qu'on ait un lanceur de cet âge qui arrive dans le baseball majeur. Et il a une balle fronde dévastatrice selon les rapports qu'on a lus de sa part. Bon. Il y a des lanceurs asiatiques qui s'ajustent mieux que d'autres. Lui avait envie de venir ici à un jeune âge, donc on peut penser qu'il est prêt. Mais évidemment, l'ajustement, c'est pas pareil d'un joueur à l'autre. La culture n'est pas pareille. Les frappeurs ont une approche qui est différente que celle qu'on a au Japon. Donc, mais selon toute vraisemblance, jubilé à une très, très bonne balle rapide. Sasaki, écoute, pourrait avoir un impact. À la Paul Skeens, c'est beaucoup demandé. Je veux dire, le rendement de Paul Skeens a été historique pour une recrue l'année passée. Donc, moi, je ne m'attends pas à ça, mais je m'attends quand même à ce qu'il ait, oui, un impact très, très positif dans le baseball majeur à son arrivée, compte tenu aussi de ce qu'il a accompli au Japon là, depuis son arrivée. Ça fait longtemps qu'on l'attend, Sasaki, puis on savait qu'après Yamamoto, c'était lui la prochaine vedette qui arrivait dans le baseball majeur. Il va être épié, ça c'est sûr et certain, puis on s'attend à ce qu'il effectue son premier départ au Japon, justement, ce qui devrait être significatif. Là, les Dodgers, les Cubs qui vont s'affronter, on devrait voir Yamamoto, on devrait voir Sasaki comme deux lanceurs pour les Dodgers, donc ça va être un duo, évidemment, à surveiller. Marc, si je continue dans l'allée avec justement Paul Skeens, on a une question. Pensez-vous que Paul Skeens va demeurer à long terme à Pittsburgh? Comment tu vois cette situation-là? Des Pirates, ils en ont eu des bons lanceurs par le passé. Garrett Cole qui a fini par partir. On avait des bons éléments, mais malheureusement, le propriétaire qui ne veut pas toujours mettre la main dans sa poche. Bon, écoutez, le système actuel en place fait en sorte que tu pourrais avoir Skeens pour avoir un autre 5 ans. Alors, il n'est pas joueur autonome avant 6 ans. L'année passée étant sa première année. Et même si tu comptes le nombre de jours passés, il n'a pas atteint encore la première année. Donc, il est là pour un petit bout de temps. C'est pour ça que l'autonomie vient après 6 ans. Tout est fait basé, là, tous les contrats, que ce soit Ligue mineure, Ligue majeure, c'est toujours 6 ans, autrement dit. Donc, les 3 premières années, le joueur ne peut pas dire grand-chose. On te renouvelle. Là, évidemment, avec Paul Skeens, j'imagine qu'on va en mettre un petit peu plus. Et après 3 ans, il y a 3 années d'admissibilité à l'arbitrage. Ce qui fait en sorte qu'un Vlad Guerrero, par exemple, en arbitrage, peut faire 30 millions par année. Alors, il va coûter cher, oui, éventuellement. J'ai bien aimé les propos, je ne me souviens plus si c'est Seb ou Charles-Alexis qui disait, les Pirates pourraient en faire plus. Puis, tu sais, juste pour revenir un peu au sujet rapidement là, d'une prochaine convention collective, mais vous savez, il n'y a pas de plafond, hein, mais il y a un partage de revenus qui est fort efficace. Le problème, messieurs, c'est que les propriétaires ne dépensent pas sur la masse salariale ce qui est partagé. Alors, si les Pirates de Pittsburgh disaient, ce qu'on reçoit, on le met dans la masse salariale, on aurait un autre genre de discussion. Et là, on aurait peut-être les moyens de dire, hey, Skeens, là, lui, on va le garder. Puis est-ce qu'on peut faire un peu comme, Alex Antopoulos se fait avec les Braves, où il a signé tout le monde, les Acuna de ce monde, il les a signés à long terme. Ça peut être intéressant pour Paul Skeens qui, peut-être cette année, va faire quoi? Il ne fera pas $1 million là, cette année. Là.
Alors, est-ce qu'on pourrait déjà lui dire, gars, Paul, on va t'offrir 15 millions par année tout de suite cette année, tu vas en faire 14 de plus, mais on va te signer là, pour à long terme. Ça pourrait être le cas. Mais il faudrait que des franchises comme les Pirates, lorsque tu as un diamant de la sorte, qu'on soit capable de le garder le plus longtemps possible. Ça serait bon pour le baseball parce que, tu sais, messieurs, ça veut dire que dans 3-4, une fois qu'il devient admissible à l'arbitrage, bon, est-ce que ça va être les Yankees, est-ce que ça va être les Dodgers, puis est-ce que ça va être les. Bon, on les nomme, les 4-5 équipes. Fait que ça devient un petit peu tannant, tout ça. Tu sais, pour la beauté de la chose, j'aimerais qu'un gars comme Skeens puisse rester à Pittsburgh. J'aime le point que tu as amené sur le partage des revenus. Il n'est pas réutilisé après dans la masse salariale parce que je sais que ce n'est pas exactement la même situation, mais prends les Aces qui sont rendus à Sacramento et eux, ils ont été obligés de dépenser sur la masse salariale parce que, en raison du fait qu'il n'y a pas beaucoup de stades, de sièges dans leur stade, ben, ils ne veulent pas avoir des griefs comme quoi que l'argent qu'ils reçoivent n'est pas assez dépensé. Qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de se construire une belle équipe. On a signé quelques éléments. Puis les Aces pourraient, dans un monde idéal, se battre pour les séries en 2025 dans l'américaine. Ce n'est pas complètement impossible. Donc, c'est possible, Marc, de voir ces petits marchés-là quand même trouver de l'argent et le réinvestir dans l'alignement. C'est juste qu'il y en a plusieurs qui choisissent tout simplement de ne pas le faire. Oui, exact. Puis, tu sais, moi, si tu as réinvesti dans le développement des joueurs où tu payes un peu plus les dépisteurs pour aller en chercher, tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Mais ce qui arrive en ce moment, c'est que les propriétaires ont d'autres business. Puis là, ben, tu sais, tu reçois de l'argent. Puis, alors, tant qu'avoir un système en place, moi, techniquement, là, je baisserais la taxe de luxe, c'est-à-dire que je baisserais le montant de la taxe de luxe pour qu'avoir plus d'équipes qui mettent encore de l'argent dans le fameux pot, comme on dit, mais que lorsqu'on redistribue, ben, on réinvestit. Puis là, il faut que tu arrives avec une preuve que je réinvestis dans un aspect baseball. Est-ce que c'est au niveau du dépistage? Est-ce que c'est au niveau du développement? Est-ce que c'est dans la masse salariale? Mais tu sais, pour que tout ça revienne à la bonne place, qu'on puisse avoir des équipes qui sont en mesure de dépenser. Est-ce que c'est un plancher qui devient bon, quelque chose qu'on pourrait instaurer? Mais toujours est-il que si les propriétaires veulent instaurer le plafond, ben, c'est là que le fameux conflit de travail pourrait entrer en ligne de compte en 2027. Sébastien, on a une question de Jeff Rivard ici qui nous demande qui va jouer au troisième but pour les Yankees. Et si tu me réponds DJ LeMahieu, est-ce que tu le fais en pleurant? Oui, je le fais en pleurant. Puis présentement, c'est ça l'option, ou Oswaldo Cabrera. Donc, tu sais, on risque d'alterner entre les deux si on se parle en ce moment. Mais j'ai vraiment l'impression que les Yankees attendent. Il va avoir le contrat de Marcus Stroman qu'on cherche à se départir. On attend. Je pense pas que DJ LeMahieu et Cabrera vont être les joueurs de troisième but en alternance au début de la saison. Je pense qu'on va réussir à aller chercher un joueur de troisième but. Je ne parle pas d'un Bregman, je ne parle pas nécessairement d'une grande vedette, mais ce ne sera pas ces deux-là. Puis, tu sais, on parlait de plafond salarial puis de salaire. Les Yankees ne veulent pas aller au-dessus. Donc, on est en train de gérer notre argent un petit peu comme un petit marché. Là. J'exagère un peu, là, mais on gère nos sous en ce moment. C'est ce qui fait qu'on attend. On attend de pouvoir se départir de Stroman. On attend de voir ce qui va se passer sur le marché. Mais je ne crois pas que ça va être une solution à l'interne qui va être utilisée. LeMahieu et Cabrera risquent d'être des joueurs de banc au début de la saison. Alain, on a une question ici qui concerne Mike Trout de Patrick Boivin. On peut-tu penser que Mike Trout pourrait frapper 50 circuits cette année? La question, écoute, est intéressante dans l'optique où on l'a vu le mois qu'il a joué cette saison. Il a été excellent. Je pense qu'il a frappé une dizaine de circuits. Sauf que c'est pas un rythme qui est soutenable de 1 et de 2. Moi, de la façon dont je le vois, tu me diras ce que tu en penses, Alain, mais il ne jouera pas 162 matchs ou il ne jouera pas 140 parties. Le Mike Trout, malheureusement, tant que les Angels vont s'entêter à le laisser au champ centre et à ne pas utiliser les coins des champs extérieurs, pas utiliser le poste de frappeur de choix, ça va toujours être la même situation. Puis pour moi, c'était le seul avantage de perdre Shohei Ohtani, c'est que tu ouvres le poste de frappeur de choix. Utilise-le pour Mike Trout. Écoute, c'est drôle parce que Marc pourra te le confirmer. Là, il y a plusieurs années, j'avais mis l'opinion que, écoute, Trout, on devrait le mettre au champ droit comme première étape. Et un peu comme les Yankees avec Judge, ne le laissez pas trop longtemps au champ centre. Ce n'est pas des physiques appropriés pour jouer à cette position-là. Donc, Trout est en train de payer pour ces années-là qu'il a joué au champ centre. Moi, je pense que c'est un peu ça qui arrive. Puis oui, il est productif.
non seulement il est productif, mais c'est parmi l'élite du baseball quand il est sur le terrain. Mais combien de matchs il va jouer? C'est ça l'affaire. Et je pense qu'on est rendu au point où effectivement, Trout, il faut que tu limites son temps de jeu sur le terrain. Il a été un très bon voltigeur de centre, contrairement à Aaron Judge. Je veux dire, sa première réaction était une des bonnes dans le baseball majeur. C'est pas Kevin Kiermaier, mais il était pas loin. Il était rapide, il faisait tout sur le terrain. Donc, tu voulais en profiter, mais d'un autre côté, sur le long terme, compte tenu du contrat que tu lui as donné, ben, organise-toi pour qu'il soit productif le plus longtemps possible. Puis moi, je trouve que les Angels ont été extrêmement négligents dans l'utilisation de Mike Trout au fil des années. Puis ils en ont payé le prix. Là, Trout, écoute, il a combien de matchs qu'il va jouer? Est-ce qu'il est cassé pour de bon? C'est difficile à dire. Moi, j'ai en tête, quand je vois ce genre de situation-là, j'ai Grady Sizemore en tête, qui, lui, a cassé à 25 ans, en fait. Puis, lui, il jouait au champ-centre comme on joue au football. Le problème, c'est que c'est ça. C'est que le mur, d'habitude, il ne cède pas quand tu rentres dedans, à moins de t'appeler Rodney McRae. Bon. Moi, dans le cas de Trout, 50 circuits. Si tu gardes son rendement sur 162 matchs, je pense qu'il est capable de le faire, mais il ne jouera pas 162 matchs. C'est un peu ça le problème de Mike Trout. Puis je pense que c'est un consensus à travers pas mal de tous ceux qui observent ce qui se passe avec celui qui s'en va à Cooperstown d'une façon ou d'une autre, là, parce qu'il était le meilleur joueur du baseball majeur pendant presque 10 ans. Là. Absolument. Écoute, Mike Trout, c'est dommage, c'est criminel quasiment qu'on ait gaspillé ces belles années comme ça du côté des Angels. Très peu de présence en série, juste en 2014. Donc, non, c'est dommage. Là, on est à l'étape où il faut essayer de le maximiser, mais c'est plus le joueur sur lequel les Angels peuvent s'appuyer comme avant. Ouais. Marc, on a une question qui est intéressante ici de la part de Jean-Michel. Dans l'Est de la Nationale, je sais que les Mets, les Phillies, les Braves sont très armés, mais pensez-vous que les Nationals, qui semblent avoir une belle formation complète avec plein de jeunes solides, pourraient lutter un moment? C'est sûr que dans cette division-là, les Marlins, on les écarte pour plusieurs années. Il y a ce fameux trio de tête-là, mais les Nationals, ça fait longtemps que leur reconstruction a commencé. On est à l'étape où il va falloir passer au prochain niveau, là, justement, pour rejoindre ces équipes-là de tête. Ben, c'est 71 victoires l'année passée pour les Nationals. Fait on va s'approcher du 80 cette année, certainement. Moi, j'aime ce que je vois. Ça a pris du temps. On a parlé tantôt des transactions qu'on a fait avec quelques joueurs, dont Juan Soto, pour aller chercher quelques joueurs d'avenir. Il y a quelque chose qui se bâtit, mais on n'est pas encore là pour rejoindre les 3 équipes de tête. Mais au moins, on va dans la bonne direction. C'est ce que j'aime. C'est important que tu aies des équipes. En fait, on ne veut pas voir ce que les Marlins sont en train de faire. Tu as parlé des Marlins. On n'en veut plus des équipes qui, tu sais, après le premier jour du camp d'entraînement, là, on ne sera même pas proche. Et dans le cas des Nationals, je pense qu'on est capable presque de viser près de 80 victoires. Puis une fois que tu atteins ce niveau-là, t'es à pas grand-chose d'aller chercher peut-être un 7-8 victoires de plus pour l'année suivante. Donc, mais c'est une équipe le fun à regarder. Je sais que les Nationals ont dit, bon, les anciens Expos ont pas... Mais ils sont excitants. Il y a des joueurs fort excitants dans cette organisation-là. Et c'est pas dole de les regarder. Au contraire, je trouve que c'est du très bon baseball que les Nationals vont nous offrir en fait en 2025. Et si C.J. Abrams se tient loin des casinos, ça pourra... Oui, ça peut aider. Ça devrait aider. Messieurs, c'est ce qui va mettre fin au podcast. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Ça a été un plaisir de partager ce podcast-là, Passion MLB et compte complet. Marc, on peut te retrouver évidemment à l'antenne de RDS, mais on peut te voir un peu partout. Là. Écoutez, en termes de baseball, effectivement, notre balado compte complet, mais la saison approche, messieurs. On va se retrouver à nouveau cette année pour les gens qui suivent le baseball RDS, à nouveau tous les dimanches, lundis et mercredis. Et on va aussi vous présenter à RDS 2 émissions pour mettre la table à la saison, une émission pour la Ligue nationale et une émission pour la Ligue américaine. Donc, c'est le fun, les gars, c'est un beau moment de l'année pour nous autres, hein? Même s'il y a bien de la neige dehors, on sait fort bien que les belles soirées d'été s'en viennent. Merci beaucoup aussi à Alain, qu'on peut retrouver évidemment aussi avec le podcast Compte complet au baseball à RDS. Puis il y a le curling aussi de ton côté là, qui commence bientôt. Ça commence dans 2 jours, le marathon de 1 mois et demi en ce qui me concerne.
Et je profite aussi de l'occasion là, pour vous inviter à écouter nos entretiens. Et d'ailleurs, il y en a un très, très bientôt qui sera disponible, qui sera effectué par Marc d'ailleurs, sur ce que je pourrais qualifier la dureté du mental de la tête moderne. Donc là-dessus, on va s'y attarder. Mais bref, il y a plusieurs entretiens qui ont été réalisés déjà. Il y a aussi des thématiques qu'on a abordées qui sont disponibles, dont un qu'on a fait l'automne passé sur un voyage effectué en République dominicaine, un autre sur les statistiques avancées qui est encore d'actualité aujourd'hui. Donc, tout ça là, sur notre site Internet Compte Complet. Donc, on vous invite tout le monde à aller sur le site Internet Compte Complet, sur les réseaux sociaux aussi, sur les bonnes plateformes de podcast pour trouver le podcast de Alain et de Marc. Et de notre côté, Sébastien, on peut nous retrouver aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast là, pour ce qui est du podcast de Passion MLB. Oui, exactement. On va placer l'épisode dans quelques minutes. Puis, comme tu l'as mentionné, ça va être disponible aussi sur les plateformes de Compte Complet. Puis, je vais juste terminer en vous disant un grand merci, messieurs. Ça a été un plaisir de jaser de balle avec vous ce soir. Pareillement, le fun. Puis c'est le fun de voir 4 passionnés jaser de balle. J'espère que les gens ont apprécié. Fait que si vous avez apprécié, faites-nous signe que vous avez aimé, soit sur évidemment les plateformes de Passion MLB ou celles de Compte Complet. Puis je peux te dire, de ce que je vois ici, là, des commentaires là, sur le live de Passion MLB, là, il y a énormément de bons commentaires. Là. Les gens étaient très, très contents de vous voir tous les deux au podcast. Donc, moi aussi, je vous remercie. Ça a été un grand plaisir. Puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode de Passion MLB. Puis d'ici là, c'est le début des camps d'entraînement. Profitez-en pour regarder des vidéos de balles qui frappent dans la mitaine des receveurs parce que c'est toujours très thérapeutique comme son. Donc, ça va être ça toute la semaine. Profitez-en bien, puis on se retrouve la semaine prochaine.